contextes nationaux pour soutenir la lutte contre la rame. Chloé est titulaire d'un doctorat en épidémiologie et santé publique, d'un master en santé publique et d'une licence en anthropologie, tous obtenus à l'Université de Cambridge. Elle est lauréate du concours international Policy Ideas Challenge, parrainé par Global Affairs Canada, ainsi que du prix Milo Keynes pour la meilleure thèse de faculté de médecine clinique de l'Université de Cambridge. Docteur Chloé, si vous êtes prête, vous avez la parole. J'arrête mon partage pour que vous puissiez partager votre écran. Super, merci. Parfait, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, je suis très contente d'être parmi vous et de représenter dans le fond mon organisme, donc l'AMR Policy Accelerator, qui est basé à Toronto, au Canada. Donc, pour donner un aperçu de la présentation, je vais faire un peu d'introduction juste au groupe dans lequel je travaille, puis introduire les sortes d'offres que nous faisons. Ensuite, parler un peu de l'élaboration des politiques en faveur de la lutte contre la rame. Donc, on fait quand même du travail dans le renforcement des capacités au niveau de l'élaboration des politiques. Et je vais partager quelques idées clés qui informent beaucoup notre travail au niveau des concepts clés et des différents modèles pour comprendre l'élaboration des politiques. Ensuite, partager quelques projets courants sur lesquels on travaille maintenant, qui partagent des actions innovatrices pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, et terminer par souligner les possibilités d'accompagnement qu'on fait au AMR Policy Accelerator, justement. Donc, pour commencer et introduire l'organisme, donc nous sommes un groupe qui vise vraiment à relier la recherche et les politiques en matière de RAM. On est encadré au sein du Global Strategy Lab qui a accueilli aussi le centre de collaboration de l'OMS sur la gouvernance mondiale de la femme. Et nous donnons quand même une offre complète qui inclut des services conseils, des recherches sur les politiques, le renforcement des capacités, la mobilisation intégrée des connaissances. Donc, pour introduire un peu ces différentes parties de notre travail, pour commencer avec les services conseils, donc c'est vraiment des services qui sont donnés en réponse aux demandes de partenaires spécifiques, qui sont souvent dans des postes gouvernementaux, mais ça peut aussi être dans des ONG ou d'autres organismes. Et ça peut inclure, entre autres, des organisations de dialogue sur les politiques. Surtout avec la RAM, on est souvent dans des contextes multisectoriels où on veut vraiment avoir un bon dialogue entre acteurs. On offre aussi des synthèses de données probantes, des options politiques stratégiques qui sont mises au point en collaboration avec des contextes spécifiques, la mobilisation des connaissances, ainsi que la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et l'analyse sur l'éthique et le genre où c'est demandé. Donc, on travaille vraiment avec différents partenaires dans plusieurs pays pour offrir ces sortes de services-là. La deuxième branche de l'organisation, c'est celle dans laquelle moi je travaille, c'est vraiment la recherche au niveau des politiques. Donc, on essaie d'élaborer des projets de recherche qui sont vraiment conçus pour être utilisés par les décideurs. Et on travaille beaucoup en parallèle avec nos services conseils pour essayer d'appuyer les services conseils, s'assurer que ces services-là sont vraiment basés sur les faits et les données probantes. Ainsi qu'on offre aussi une mobilisation solide des connaissances pour essayer de garantir une large diffusion à travers nos différents réseaux. Donc, juste pour donner un aperçu de quelques projets qui sont courants ou terminés qu'on a organisés au AMR Policy Accelerator. On pense couramment au lien entre les objectifs de développement durable, les Sustainable Development Goals et la RAM. On parle aussi beaucoup de gouvernance universelle santé, mais c'est d'ailleurs un projet que je vais souligner dans un instant. On contribue aux discussions avant le développement de l'accord sur les pandémies. Donc, on a fait des contributions à ce discours-là, ainsi que la RAM et le genre, et l'accès pour les communautés de migrants et de réfugiés aux antibiotiques et aux antimicrobiens. La troisième branche de l'organisme se concentre vraiment sur le renforcement des capacités. Donc, on a des stages en recherche sur les politiques au sein de notre organisme.
On organise aussi des différents cours sur l'élaboration de politiques en matière de RAM. Et on organise ces cours-là et virtuellement et en présentiel. Donc, on a fait quelques différents modèles avec des différentes longueurs de cours aussi, ainsi que des podcasts et des webinaires. Donc, pour continuer, on avait demandé de parler un petit peu sur l'élaboration des politiques en faveur de la lutte contre la RAM. Et je comprends que dans ce public, on a beaucoup d'expertise au niveau de la RAM et des enjeux de la RAM, mais peut-être un peu moins de familiarité, au moins avec la théorie des politiques, même s'il y en a qui travaillent en pratique dans le domaine politique. Donc, je vais juste partager quelques concepts clés que nous utilisons beaucoup dans notre travail, ainsi que des modèles pour essayer de penser, réfléchir et analyser la politique aussi. Donc, au niveau des concepts clés, on peut penser aux interventions politiques à différents niveaux. Donc, on parle souvent de programmes qu'on définit comme des ensembles structurés d'activités qui vont être coordonnés par les gouvernements. Donc, ça peut être des exemples comme des programmes d'éducation, par exemple de formation des professionnels de santé, des lignes directrices aussi qui seraient développées et mobilisées pour être partagées dans différents domaines. Des programmes de surveillance aussi, donc l'utilisation des antibiotiques ou les profils de résistants, ainsi que le retour d'informations, par exemple, faire des retours aux acteurs pour essayer de mieux appuyer la bonne utilisation des antibiotiques. Par la suite, on peut aussi parler de politique, qui sont un ensemble plus formel de principes, de lignes directrices et de mesures adoptées par le gouvernement, les institutions et les différents organismes. Donc, ça peut, par exemple, consister de réglementation au niveau de l'utilisation des antibiotiques ou des ordonnances pour les antibiotiques. Par la suite, on parle aussi d'intervention. Donc, ce sont plutôt des actions, des stratégies vraiment spécifiques qui vont viser à résoudre un problème en particulier. Donc, ça peut être des directives cliniques qui vont faciliter la mise en œuvre de protocoles fondés sur des données probantes que les médecins et les professionnels de santé doivent suivre lorsqu'ils prescrivent ou font des ordonnances pour les antibiotiques. Finalement, on parle aussi d'activités qui peuvent être des tâches ou des actions spécifiques menées pour mettre en œuvre une intervention. Donc, avec tous ces niveaux-là, ça fait peut-être penser un peu au panorama et le développement des différentes parties de ces projets de politique-là qui sont quand même assez complexes et ont souvent des différents niveaux d'activités, de tâches, d'éléments pour finalement créer un ensemble cohérent d'un projet politique. Un autre concept clé, c'est au niveau des objectifs, des cibles et des indicateurs. Donc, les objectifs sont ce que l'on entend réaliser en mettant en œuvre la politique de lutte contre la RAM. Donc, ça va être des objectifs plutôt généraux, globaux, qui décrivent vraiment à un haut niveau le résultat souhaité. Les cibles vont être plus spécifiques, donc c'est des objectifs plus techniques et mesurables qui servent des repères pour atteindre les objectifs de lutte contre la RAM. Finalement, on peut aussi donner des indicateurs qui sont des variables spécifiques et mesurables qui sont utilisées pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des cibles fixées pour chaque objectif de lutte contre la RAM. Donc, encore une fois, on peut penser au PAN-RAM et comment ces différents concepts se représentent peut-être dans les PAN-RAM. Donc, on aura peut-être un objectif à un haut niveau, ainsi que plusieurs cibles et peut-être aussi des indicateurs qui vont permettre d'évaluer et de faire le suivi sur les activités, le progrès d'un panorama. Donc, pour donner des exemples un petit peu plus concrets dans le contexte de la RAM, c'est des exemples, par exemple, d'un objectif et de la cible et l'indicateur qui pourrait la suivre. Donc, au niveau de l'objectif, on pourrait dire d'ici 2029, nous mettrons en œuvre une approche systémique globale de la PCI et de la gestion des infections dans tous les secteurs en réduisant l'exposition inutile aux antimicrobiens et en prévenant les infections. Donc, en étant guidé par cet objectif-là qui apparaît à un niveau plus stratégique, on pourrait développer une cible qui va être plus spécifique et technique.
Donc, par exemple, d'ici 2029, on vise à empêcher toute augmentation des infections sanguines à gram négatif par rapport à la référence de l'exercice financier 2019-2020. Donc, ça vient vraiment être plus mesurable et donner une clarté opérationnelle, ainsi que ça peut être connecté à des responsabilités aussi, donc dire qui est-ce qui va être responsable d'atteindre cette cible-là. Finalement, au niveau des indicateurs, c'est plus un concept qui va nous aider à faire le suivi et l'évaluation. Par exemple, essayer d'avoir un taux d'incidence des infections sanguines à gram négatif par rapport à la référence 2019-2020 qui va nous indiquer si on est bien sur le chemin pour atteindre notre objectif. Donc, ça l'aide avec le suivi et l'évaluation, la transparence et aussi pour faire des ajustements éclairés au niveau des politiques parce qu'on peut comprendre comment est-ce que notre progrès déroule. Donc, tous ces concepts-là sont vraiment reliés. Donc, l'indicateur va suivre la cible qui va suivre l'objectif, mais ça nous donne les ça atteint des différents buts dans le développement des politiques pour aller plus du stratégique à vraiment le mesurable et l'opérationnel. Après les concepts clés, je voulais juste partager aussi quelques modèles pour essayer de penser à l'élaboration des politiques. Donc, je ne sais pas si ce modèle cyclique, c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier, mais ça essaie de diviser le processus politique en plusieurs étapes. Et s'il y en a dans la salle virtuelle qui travaille dans le domaine de la politique, on sait que c'est pas tout le temps aussi simple, aussi linéaire, mais c'est un peu un modèle pour essayer de diviser le processus complexe entre des différentes étapes pour qu'on puisse réfléchir, par exemple, à où est-ce qu'on va introduire des données probantes, où est-ce qu'on veut faire l'engagement des parties prenantes. Donc, on va commencer avec la définition de l'agenda, qui vraiment identifie les problèmes qui requièrent l'attention du gouvernement. Ensuite, passer par la formulation de la politique. Donc, une fois qu'on est sur le bon chemin, on a choisi une thématique pour le projet politique, on veut essayer de fixer des objectifs, par exemple, identifier le coût et essayer d'estimer l'effet des solutions. Donc, c'est à cette époque que l'idée des objectifs, des cibles et des indicateurs va venir en jeu. Ensuite, l'adoption. Donc, une fois que la politique a été élaborée, c'est vraiment la mise en œuvre qui va suivre. Donc, essayer d'avoir euh, du buy-in des différents acteurs politiques pour avoir cette politique-là adoptée. Suivi par la mise en œuvre, donc vraiment plus au côté opérationnel, passer de la politique à la réalité. Et finalement, l'évaluation qui est super important pour essayer de voir dans quelle mesure la politique a eu du succès et a bien atteint ses objectifs et ses cibles. Ces données évaluatives-là peuvent aussi informer ou appuyer les prochaines étapes au niveau du maintien, de la modification, de la cessation des politiques. Donc, si on veut vraiment une politique qui va être appuyée par les données probantes, c'est super important d'avoir ce cycle-là où l'évaluation va venir appuyer le développement des nouvelles politiques. Donc, c'est le cycle du processus politique. Pour venir compliquer un peu la chose, on peut mettre ce processus-là dans un modèle plus ample. Donc, ça, c'est une analyse, on appelle ça l'analyse, le triangle de l'analyse politique par Walter Gilson, où on voit qu'on a le processus qui se répète encore au coin du triangle, mais qu'on pense aussi à des différents concepts. Donc, on ne veut pas juste penser au processus qui peut être un peu technique, mais on doit aussi penser au contexte. Donc, ça peut être le contexte institutionnel, le contexte au niveau du fardeau, de la rame, le contexte régulatoire qui était en place avant ce projet de politique-là, pour essayer de mieux comprendre une plus grande image dans laquelle ce processus de politique-là se déroule. Ensuite, on peut penser au contenu des politiques. Donc, quel est le désir ou le grand objectif de ce processus-là? Et finalement, c'est vraiment important de ne pas oublier les acteurs. Donc, ça peut être des individus, des groupes et des organismes
Et dans la politique, on peut réfléchir, comme je pense que d'ailleurs le deuxième intervenant va beaucoup en parler, non juste sur les acteurs qui travaillent dans le gouvernement, mais aussi sur les autres acteurs, par exemple les professionnels de la santé, les ONG, les communautés, les chercheurs, par exemple. Donc, il y a vraiment beaucoup de différents acteurs qui sont impliqués dans cet espace. Et tous ces acteurs-là vont avoir leurs propres priorités, leurs propres valeurs, qui vont un peu entrer en conflit bon, dans l'élaboration de ces modèles-là. Je vois qu'il y a une main levée. Je ne sais pas si si on, je te laisse décider, Jean-Louis, si on prend des questions maintenant ou à la fin. Oh, Non, nous allons elle est prendre les partie. questions à la fin, Pardon? À après la la fin. présentation de D'accord. Marie. Super. Super. Donc, merci. Par la suite, donc pour encore plus compliqué, je voulais juste partager l'idée aussi d'une perspective systémique sur les politiques. Donc, je tire du travail des collègues au Sénégal qui ont développé une perspective systémique sur la politique de la RAM dans leur contexte pour essayer finalement de penser à tous ces acteurs-là, donc au niveau des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, des contextes géographiques, des contextes de budget, de culture, de valeurs, pour vraiment penser d'une manière plus complexe à ce que peut ressembler ce processus politique-là. Donc, on peut voir que tous ces trois modèles, c'est vraiment une modélisation pour essayer d'avoir différentes perspectives sur l'élaboration de la politique, euh, pour essayer de pouvoir analyser et de, dans le fond, avoir une donnée mieux basée sur les faits. Bon, pour poursuivre, je voudrais parler de quelques projets sur lesquels on travaille pour l'instant au AMR Policy Accelerator, en mettant le point sur deux projets en particulier qui sont quand même innovateurs dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques. Pour commencer, je voulais parler d'un processus qu'on a pour faire la priorisation des actions pour les PANRAM. Donc, on appelle ça le Smart Choice Process et c'est vraiment une approche multisectorielle guidée par l'approche Une seule santé et qui est conçue pour aider les gouvernements à prioriser les interventions des PANRAM de manière systématique et transparente. Donc, comme j'ai mentionné, on a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans l'espace de la RAM, qui vont tous avoir des priorités, des valeurs, des langues même différentes. Et c'est un processus pour essayer de les amener ensemble, puis d'avoir des discussions systématiques et transparentes pour faire des décisions qui vont être prises de façon multisectorielle. Donc, selon nous, la raison pourquoi c'est vraiment important de prioriser les interventions contre la RAM, c'est pour essayer d'appuyer l'efficacité des allocations des ressources, pour mettre l'accent sur la faisabilité et l'impact, pour essayer d'assurer l'adaptation au contexte locaux. Donc, ça peut être un processus de raffinement du PANRAM aussi, d'établir un consensus et de favoriser l'appropriation, de renforcer la coordination entre les secteurs pour la mise en œuvre, et finalement de faire le renforcement de la responsabilité et du suivi. Donc, pour nous, c'est vraiment une manière d'essayer d'appuyer les pays pour faire du progrès avec la mise en œuvre de leur panorama. Donc, le processus suit plusieurs phases où on passe par une étape de planification avec une équipe qui est basée dans le pays. On fait des évaluations de priorités avec des indicateurs. Ensuite, on fait une discussion ou un atelier multisectoriel. Et finalement, un rapport pour décrire les extrants de l'atelier pour bien mettre en sommaire le travail fait. Donc, dans cette expérience-là, on voit qu'on a joué un rôle de convenant pour essayer de mettre en place les conditions pour une bonne discussion qui va pointer vers les données probantes, être un processus inclusif, euh, donner un cadre pour avoir une bonne réflexion et rassembler les experts tout ensemble pour essayer de vraiment faire des conditions pour des bonnes discussions multisectorielles.
Le deuxième projet que je voulais introduire, c'est plutôt de notre côté recherche, qui va être le développement des structures de gouvernance Une seule santé pour la RAM. Donc, c'est un projet qui est encore en voie de développement. Donc, pour nous, la gouvernance Une seule santé, c'est sûrement un terme qui est familier pour beaucoup d'entre vous, mais on a défini ça en termes d'un ensemble de structures, de processus et de mécanismes qui vont viser à relever des défis de santé publique complexes comme la RAM, qui sont positionnés de manière à permettre la coordination, la collaboration et le partage des connaissances, ainsi que la prise de décision de manière jointe entre les secteurs, qui vont intégrer, selon l'approche d'une seule santé, les secteurs de la santé humaine, animale, des plantes et de l'environnement. Donc, l'importance de ce projet-là, c'est on a bien compris que la RAM nécessite une approche multisectorielle et la gouvernance d'une seule santé, c'est une manière de coordonner cette collaboration-là dans le gouvernement. Ça vient combler une lacune importante. Donc, il existe des recherches existantes sur la gouvernance d'une seule santé, mais souvent ils négligent les considérations contextuelles qui sont spécifiques à la conception et à la mise en œuvre. Et on essaie vraiment avec ce projet-là de guider l'action mondiale, puis de pouvoir fournir des recommandations fondées sur les données probantes pour renforcer la gouvernance d'une seule santé. Donc, l'idée avec ce projet, c'est vraiment d'essayer d'appuyer les pays dans le renforcement de la gouvernance une seule santé, en reconnaissant que chaque contexte est unique et qu'il y a des contextes de gouvernance euh, qui sont particuliers à chaque pays, qui vont informer comment ils développent leur approche d'une seule santé. Donc, juste pour donner au niveau conceptuel quelques idées qu'on explore dans ce projet-là, on pense au contexte global du pays, comme par exemple le revenu du pays et les priorités nationales. Donc, on le sait que la RAM, c'est pas tout le temps c'est la première priorité de tous les gouvernements dans tous les pays. Donc, il y a souvent différentes priorités. Ainsi qu'au niveau les structures de gouvernance qui existent, on a différents acteurs, différentes cultures collaboratives, des relations intersectorielles et des niveaux de décentralisation. Donc, au niveau de l'autonomie des acteurs locaux, par exemple. Bon. Finalement, pour en finir, je veux juste toucher brièvement sur les possibilités d'accompagnement du AMR Policy Accelerator. Donc, c'est quand même relié à nos trois approches de travail, mais je peux donner des exemples un petit peu plus concrets. Donc, comme j'ai mentionné, on a notre trois différents domaines de travail, donc la recherche des politiques, les services conseils et le renforcement des capacités. Donc, au niveau de nos services conseils, on offre, comme j'ai mentionné, le Smart Choice Process, qui est fait en collaboration avec les gouvernements nationaux dans différents pays. Et je voulais juste partager les cartes pour voir tous les pays où on a déjà travaillé pour élaborer un Smart Choice Process. Et même que l'équipe, cette semaine, est en Éthiopie pour soutenir le développement du PANRAM. Et vous pouvez voir que le processus de Smart Choice Process peut être utile à différents moments du développement et de la mise en œuvre du PANRAM. Donc, pour certains pays, le processus est venu appuyer vraiment les premières étapes, tandis que pour d'autres, c'est plutôt la mise en œuvre, le plan opérationnel et différentes parties vraiment de ce processus de politique. Dans les services conseils encore, on offre aussi des résumés techniques. Par exemple, un projet qui se fait maintenant sur les voies d'influence des OSC, qui est effectivement en collaboration avec Mario et Ézéchiel, donc je voulais le souligner, qui a pour but l'objectif de fournir aux organisations de la société civile des pays africains francophones un cadre conceptuel et un résumé technique qui va aider à guider l'influence des OSC dans le cycle d'élaboration des politiques contre la RAM. Donc, vraiment penser à ces acteurs non gouvernementaux que j'avais mentionnés. Par la suite, on offre aussi des cours de renforcement des capacités et surtout, on offre notre cours sur l'élaboration des politiques en matière de la RAM. Donc, j'ai inclus des photos de la conférence REACT qui s'est donnée en Zambie cet été.
et le cours, comme j'ai dit, s'offre en présentiel ainsi que virtuellement avec des différentes longueurs. Donc, la version React était un peu raccourcie pour bien s'agencer avec la conférence. Euh, et à ce cours-là, c'était quand même intéressant parce qu'on a eu des représentations des pays francophones, ainsi qu'une table francophone et des discussions francophones. Donc, il y avait un peu un côté bilingue à cette itération du cours. Donc, c'est fini. Je voulais juste partager nos réseaux sociaux. On est sur Blue Sky Social sur LinkedIn et on a aussi un bulletin mensuel du Global Strategy Lab. Donc, si vous voulez euh, c'est suivre la continuation de notre travail, vous pouvez vous enregistrer aussi. Merci beaucoup. Merci Chloé pour cette présentation très captivante. Et sans transition, on va passer à la deuxième présentation qui est celle de Mario. Donc, permettez-moi d'introduire Dr Mario comme il se doit. Donc, Dr Mario est fondateur de ECA, service de santé publique. Il propose des solutions de santé innovantes, profondément ancrées dans les défis spécifiques de l'Afrique subsaharienne, axées sur la surveillance, la recherche et l'éducation. L'éducation, est-ce que on me reçoit en ligne? Allô? Oui, on fera ça. Oui, on te Super. reçoit, oui. Super, merci. Et l'éducation en santé publique, il vise à améliorer les systèmes de santé et les résultats. En tant que médecin et spécialiste en santé publique, son travail s'appuie sur son parcours atypique, notamment un doctorat en médecine de l'Université Gamal Abdel Nasser et deux masters en santé publique et nutrition humaine de l'OMS et de l'Institut régional de santé publique et de l'Université d'Abomey Calavi. Son expertise en résistance antimicrobienne et en nutrition est non seulement académique, mais aussi pratique, comme en témoigne son leadership au sein du mouvement universel pour l'assistance humanitaire. Donc, Dr Mario, si vous êtes prêt, vous pouvez y aller. Thank you. J'arrête mon partage. Est-ce que vous avez accès à mon écran? Oui, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup, docteur Jean-Louis, de m'introduire. Et merci aussi, Chloé, pour ta présentation qui a fait une belle place à la mienne parce que ça va être à la suite de la tienne. Désolé, hein, je ne suis pas dans un cadre professionnel. Aujourd'hui, c'est férié au Bénin, je ne sais pas pour vous. C'est férié chez moi, donc je ne suis pas dans un cadre professionnel. La vidéo, on va se contenter de la photo. Alors, bonjour à tous, je suis Mario, je ne vais pas me représenter. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Vous parler du rôle des politiques euh, dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et quels sont les leviers existants sur lesquels on peut se baser pour accélérer euh, la transformation de ces politiques en intervention réelle sur le terrain pour avoir de l'impact auprès de nos populations. Euh, alors, rapidement, je vais présenter mon organisation. C'est ECA, Public Health Services. Je vais vous laisser le site web à la fin de ma présentation. Donc, comme Dr Jean-Louis l'a brièvement évoqué, nous sommes une société, une firme privée de santé publique basée au Bénin, mais à couverture régionale, bilingue. Donc, nos trois axes d'intervention, c'est la recherche en santé publique pour le profit d'organisations de moyenne à grande échelle, mais aussi de la recherche tout simplement auprès de candidats de thèses et mémoires en sciences de la santé. Euh, Nous faisons aussi de la planification, de la mobilisation de ressources et de la mise en œuvre. Et dans le reste de ma présentation, on verra bien le lien entre tout ça et les politiques de santé.
Donc, les atouts sur lesquels on se base, c'est simple, hein, c'est que c'est une équipe de professionnels locaux qui apportent des solutions locales avec leur expérience et leur background local, apportent des solutions aux problèmes avec lesquels ils ont grandi. C'est des environnements dans lesquels nous avons grandi. Nous connaissons les challenges qu'il y a sur le terrain, nous connaissons les ressources existantes et les opportunités ainsi que les menaces. Donc, apporter des solutions locales à nos propres problèmes. Donc, rapidement, c'est ça, Eka. Maintenant, pour rebondir sur la RAM elle-même, pour ce sujet passionnant qui nous réunit aujourd'hui, ça, c'est une carte que j'ai eue qui montre l'impact de la RAM un peu dans le monde. Donc, comme beaucoup d'autres problèmes de santé publique, hein, on peut voir que les régions les plus affectées, c'est toujours le sud global. Euh, Partout, la couleur bleue est plus foncée. Vous pouvez voir que c'est le sud de l'Amérique, le sud du Sahara en Afrique et un peu en Asie. Donc, on sait que la rame est souvent présentée comme une menace sanitaire, mais de plus en plus, là où on veut mettre l'accent, c'est d'aller au-delà des, des conséquences sanitaires et de penser aussi aux problèmes comme la sécurité alimentaire. Parce que si la santé végétale et l'agriculture sont atteintes, pensez aux problèmes comme la sécurité alimentaire, pensez aussi aux coûts économiques que tout ça est en train d'engendrer avec le temps. On est en train de parler de 10 millions de décès par an d'ici 2050. Donc, ce que ça est en train d'engendrer comme coût économique est en train de fragiliser nos systèmes déjà qui ont déjà les problèmes qu'on leur connaît. Donc, c'est un problème qui n'a pas. Il m'arrive hein, à plusieurs rencontres avec plusieurs professionnels. Quand on évoque la RAM, quand on évoque l'approche One Health, il y a beaucoup de professionnels hein, de la santé, de la santé animale, de la santé humaine, qui envisagent encore la RAM comme un phénomène abstrait. Ils ont un collègue juste à côté de leur bureau qui travaille sur la RAM, mais sont pas vraiment concernés parce que c'est pas le domaine spécifique, ils sont pas concernés. Donc, nous, on a ça comme souci déjà. Comment vulgariser l'information et que la RAM cesse d'être un phénomène abstrait et cesse d'être le problème de juste quelques individus passionnés, mais qui deviennent le problème de tout le monde. Parce que les chiffres sont là, je ne vais pas les répéter, on connaît les chiffres et on en discute de long en large en termes de morbidité, en termes de mortalité, en termes de coûts économiques à nos États, les chiffres sont là. Alors, pour passer de la présentation de Chloé à la mienne, on a vu, Chloé nous a parlé de comment se définissent les politiques, le processus derrière pour définir les politiques en matière de RAM. Maintenant, de façon concrète, sur le terrain, en matière de RAM, où est-ce qu'on en est? De façon concrète sur le terrain, au jour le jour, c'est quoi la RAM, c'est quoi les politiques de RAM. On connaît tous le plan d'action global qui a été lancé en 2015. Tout a commencé par là. Le plan d'action global qui a été décliné après en plusieurs plans de chaque pays. La carte de l'Afrique à côté, juste là, nous montre les pays africains qui ont déjà développé leurs plans d'action nationaux. Vous les voyez, dont puisque Ajram et Eka sont du Burkina et du Bénin respectifs. Ces pays-là ont déjà développé leur plan d'action et ces plans d'action sont déjà endossés par les différents pays. Et maintenant, on est en train de parler du plan d'action 2.0, c'est-à-dire après révision du premier plan d'action, on est en train de peser les pour, les contre, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour passer au plan d'action nationaux, version 2. Le Burkina l'a déjà fait. Le Bénin, on a révisé notre premier plan récemment. On attend de passer au second.
Donc, pour en revenir à l'impact des politiques dans la gestion de la résistance aux antimicrobiens, supposons que, prenons un pays qui a décliné ce plan d'action global en plan d'action national, donc pour une gestion locale de son propre plan. Il faudra maintenant une implication réelle des politiques, des décideurs locaux. C'est-à-dire, une fois que on se base sur le plan d'action global pour faire un plan d'action national, maintenant, il faut que les décideurs aient vraiment à cœur ce problème. Et c'est malheureusement ce qui nous retarde encore, c'est-à-dire comment faire comprendre aux décideurs l'importance de la RAM par rapport à tous les problèmes qu'on a déjà. On parle déjà de paludisme, on parle de VIH, on parle de tuberculose, on parle de plein d'autres pathologies. Mais comment faire comprendre que la RAM est tout aussi importante et qu'elle est transversale à plusieurs autres problèmes et qu'en prenant en compte la RAM, on peut régler aussi plusieurs autres problèmes. Donc, je vous montre quelques constats issus des différentes références disponibles hein, sur Internet et on peut vous partager aussi. En 2023, 178 pays avaient développé leurs plans d'action nationaux basés sur le plan d'action global. Mais jusque-là, seulement 10% de ces pays ont des financements spécifiques pour la RAM. Vous voyez la différence. Entre 170 pays et 10%. Donc, sur 178 pays, seulement 17 ou 18 pays ont un financement spécifique dégagé pour la RAM. Et ça fait une bonne décennie que moi, je suis actif dans le milieu de la RAM et je peux vous dire que euh, ça, au contraire, on a tendance à penser que plus on en parle, plus on s'évertue, plus on sensibilise et plus les budgets vont se débloquer et plus les financements vont suivre. Mais c'est de plus en plus dur. Donc, c'est pour ça que nous réfléchissons encore plus au niveau du secteur de la société civile. C'est pour ça que nous réfléchissons de plus en plus comment réussir quand même à atteindre les objectifs avec les ressources qui s'amenuisent. Comment redéfinir nos priorités. Ça rejoint un peu le Smart Choice Process de Dr. Chloé. Comment redéfinir les priorités pour que malgré la réduction des ressources, nous puissions quand même atteindre nos objectifs dans une certaine mesure. Donc, le plan d'action global est en train d'être révisé. Actuellement, on est en plein processus de révision. Depuis l'année passée 2024, on a commencé. Il y a plusieurs étapes, bien sûr. On a commencé par l'année passée avec l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Après ça, il y a plusieurs consultations sectorielles qui ont commencé. Et actuellement, il y a ce qu'on appelle IPEA, le panel indépendant de consultation de tous les acteurs impliqués dans la RAM. Et c'est sur ce point que moi, j'ai envie d'insister un peu pour nos participants ici, de tous les secteurs, hein, que vous soyez médecin, que vous soyez auxiliaire de santé, que vous soyez de la santé animale, euh, de contribuer à ce processus. Les liens sont disponibles, on peut vous les partager aussi. Les liens sont disponibles pour contribuer. C'est ouvert, c'est un panel ouvert pour que tous les acteurs contribuent. Et quand ce plan d'action sera révisé, plan d'action global sera révisé, c'est parti pour 10 autres années, voire plus. Donc, c'est le moment pour nous tous, surtout acteurs africains, et faisant partie des plus touchés, des plus affectés par le phénomène. C'est le moment pour nous d'apporter notre contribution, de mettre nos inputs pour que le plan qui sera révisé, ce plan qui va ressortir, reflète vraiment nos réalités.
Donc, je suis disposé à partager après les différents liens pour que les gens puissent contribuer à ce processus de consultation. C'est simple, hein, c'est une plateforme ouverte. Vous allez donner votre profil, votre organisation ou le secteur pour dans lequel vous évoluez et donner vraiment avec, bien sûr, des évidences scientifiques et des données à votre niveau local. Euh, Mettre vos inputs pour que, à la fin, euh, le plan qui va sortir reflète vraiment nos réalités. Parce qu'à la fin de la journée, vous avez vu la carte que j'ai présentée précédemment, à la fin de la journée, nous sommes les plus affectés et il n'est plus question que les politiques qui vont être décidées au plan global ne nous inclusent pas. Il n'est plus question que on définisse des politiques juste avec des suppositions et sans la contribution des vrais concernés. C'est pour ça que nous, on milite un peu au niveau global pour l'inclusion. Alors, maintenant, venons concrètement au levier. Je ne vais pas revenir sur la définition des politiques, la définition des objectifs, des cibles. Docteur Chloé l'a fait très bien. Euh, mais venons concrètement au levier qu'on peut actionner pour plus d'efficacité. Ma présentation aurait pu se limiter à cette diapo uniquement, mais j'ai bien voulu quand même donner un peu euh, le cadre global et les cadres régionaux afin qu'on voit ensemble ce que je propose comme levier actionnable. Premièrement, c'est le leadership, c'est-à-dire le premier levier qu'il faut actionner, c'est le leadership multisectoriel. Il faut un pilotage fort. Tout de suite, les pays qui sont en train d'exceller ou en train de faire de leur mieux dans notre contexte africain en termes de RAM, c'est ceux qui ont positionné le leadership multisectoriel à, à un niveau élevé dans la gouvernance, c'est-à-dire à la primature, à la présidence ou au sein d'un comité intersectoriel des ministères. Donc, pour moi, c'est le premier levier et le plus important, c'est-à-dire trouver un moyen efficace, un moyen impactant au niveau de la gouvernance pour coordonner ces différents secteurs, à savoir la santé animale, la santé humaine, l'environnement et la santé des plantes aussi. Parce que quand ce leadership est bien fait, quand c'est bien positionné, c'est-à-dire directement, ça veut dire qu'il y a déjà l'adhésion des décideurs et que les prises de décision ne seront plus controversées et qu'on est sûr que les décisions prises seront appliquées. C'est pour ça que j'ai dit que de mon expérience, des différentes rencontres que j'ai eues, des différentes discussions que j'ai eues avec d'autres collègues, ceux qui sont en train de faire de leur mieux en termes de RAM actuellement, c'est ceux qui ont placé la gouvernance de la RAM et du One Health à la primature. Et c'est des exemples dont on peut s'inspirer pour répliquer aussi dans nos différents pays. Donc, pour revenir à ce que je disais, une fois que on est sûr que les décisions prises ne seront ni contournées ni discutées longuement, on est aussi sûr que les ressources dont on a besoin seront plus ou moins disponibles, puisque on a déjà l'adhésion des décideurs. Les ressources ne seront pas disponibles à 100%, ça c'est clair, mais on sait que la plus haute instance de décision participe déjà au financement. Donc, pour moi, le levier le plus important reste le leadership multisectoriel au niveau des États. Deuxièmement, ce dont j'ai envie de parler, c'est l'intégration de la RAM dans les politiques publiques existantes déjà. Pas besoin de créer des politiques parallèles, forcément. Il faut infuser la RAM dans les politiques de gratuité des soins, par exemple, d'accès aux intrants agricoles,
Il y a certains collègues aussi de certains pays, surtout en Afrique de l'Est, qui sont en train de très bien faire de ce côté-là l'inclusion de la RAM dans les politiques agricoles, par exemple. Parce que, quoi qu'on dise, le secteur agricole consomme jusqu'à 70% euh, des antibiotiques globalement. Donc, c'est un secteur très, très consommateur d'antibiotiques et très générateur de résistance aussi. Donc, aussi inclure, quand je dis on n'a pas besoin de forcément de créer de nouvelles dynamiques parallèles et qu'on peut compter sur ce qui existe déjà, on peut aussi inclure la RAM dans les curricula de formation déjà médicale, vétérinaire, de pharmacie, vous voyez, ou dans les stratégies de développement locaux, de développement local déjà, on peut introduire la RAM. Se baser sur ce qui existe déjà, parce que comme c'est un problème transversal, il y a déjà des programmes de lutte contre différents problèmes de santé publique dont on peut s'inspirer ou par lesquels on peut passer pour lancer les interventions en termes de RAM. Quand je quitte là, pour les financements web, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, en termes de RAM, les financements, c'est compliqué à débloquer, c'est compliqué puisque le problème lui-même est encore abstrait pour beaucoup de personnes, et les professionnels et les décideurs. Donc, les financements sont un peu difficiles à mobiliser, mais on peut aussi se baser sur des fonds déjà existants. Trouver, trouver l'aspect RAM des problèmes déjà existants. C'est-à-dire, on a le VIH, on a la tuberculose, toutes ces pathologies et problèmes de santé publique qui sont consommateurs d'antimicrobiens sont aussi générateurs de résistance. Donc, on peut passer par là pour débloquer des financements pour lutter efficacement contre la rame aussi. Euh, on peut aussi taxer, de plus en plus on en parle, taxer l'importation et la vente d'antibiotiques. On commence à en parler de plus en plus, comme la taxe carbone pour les véhicules et les consommateurs de carburant. On peut taxer ça aussi. Je sais que l'industrie pharmaceutique ne va pas être très d'accord, mais c'est faisable et reverser ces revenus dans la lutte contre la rame. Mon quatrième levier sur lequel je veux parler, c'est le renforcement institutionnel et la régulation. C'est aussi vrai qu'on ne peut pas contrôler la rame si les laboratoires de surveillance sont dysfonctionnels. Comment diagnostiquer, comment isoler les organismes multirésistants, euh, si les antibiotiques sont en vente libre, si la vente n'est pas contrôlée, c'est pour ça que je parle de régulation, si la vente n'est pas contrôlée, si la prescription aussi n'est pas contrôlée dans les centres de santé, euh, s'il y a des marchés parallèles de vente de médicaments, si les agences de régulation n'ont pas les moyens ou ne sont pas aussi indépendants. Parce qu'il y a beaucoup de contextes où les agences de régulation existent, mais toujours pour des raisons politiques, puisqu'on est en train de parler de politique, des raisons politiques et des raisons de gouvernance, euh, les agences nationales de régulation ne sont pas indépendantes, donc ne peuvent pas directement agir sur les différents acteurs sur le terrain. En dernier, je vais parler du plaidoyer et de la sensibilisation, qui est le levier qui m'intéresse moi le plus en tant qu'acteur de la société civile. Euh, Quand je parle de plaidoyer et de sensibilisation, c'est vraiment important, vraiment, vraiment, parce que même le fait qu'on soit là en train d'en parler, moi en tant qu'acteur de la société civile, en tant que lead du cluster de la société civile sur la plateforme quadripartite, ce qu'on peut faire en tant qu'acteur de la société civile, c'est énorme. Déjà, à commencer par la sensibilisation, informer, 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 et éduquer les populations, éduquer les professionnels, éduquer les décideurs. Puisque, si vous voyez bien, tout ce dont j'ai parlé jusque-là, le leadership, l'intégration, le financement, la régulation, souvent, c'est des leviers qui, a priori, on considère que c'est du ressort du niveau central, que les acteurs lambda, la population, ne peut pas trop agir sur ces leviers. Mais quand il s'agit de sensibilisation et de plaidoyer, tant qu'on peut le faire et du mieux qu'on peut le faire, nous, on continuera de le faire
Merci encore à Ajram pour ça, en tant qu'organisation de la société civile, pour tous les efforts depuis toutes ces années, qui sont consentis. Parce que c'est par l'éducation, par les campagnes communautaires, par la sensibilisation, par les activités de plaidoyer auprès de nos décideurs, auprès des institutions internationales, auprès des professionnels de la santé, ou bien des différents secteurs du One Health, c'est par là qu'aussi qu'on peut accélérer, c'est-à-dire la traduction des politiques en impact communautaire direct. C'est-à-dire, on peut déjà contribuer à l'agrégation de données qui vont contribuer à l'élaboration des politiques. Et maintenant, une fois que ces politiques seront élaborées, aussi contribuer à la traduction de ces politiques en action sur le terrain. Parce qu'à la fin de la journée, les bénéficiaires, les cibles restent les communautés à la base. Donc, tout part de là et tout revient encore là. Donc, pour moi, c'est les leviers. Si on peut vraiment insister sur chacun de ces points, on peut avancer en termes de RAM. Si on peut insister sur le leadership et aussi un aspect que j'ai peut-être un peu omis, le leadership n'est pas que l'apanage des politiques, des dirigeants, des gouvernants. Le leadership aussi peut venir de la communauté. C'est ce que nous, on est en train de faire. Les initiatives peuvent venir de la communauté. On peut initier nous-mêmes des activités avec les ressources qu'il y a, quand je dis ressources, ce n'est pas forcément les finances, mais il y a beaucoup d'acteurs de la société civile qui ont les ressources euh, humaines qu'il faut, les connaissances qu'il faut et qu'on peut exploiter. Donc, pour revenir au rôle spécifique de la société civile, qu'est-ce que la société, comment on peut actionner la société civile, utiliser la société civile comme un levier pour atteindre nos objectifs en termes de RAM? Comme je le disais tout à l'heure, la société civile reste le pont entre les communautés et les dirigeants, entre les communautés et les institutions académiques, comme Policy Accelerator, entre les communautés et aussi leur idéal de vie. C'est-à-dire, à quoi aspirent les communautés, qu'est-ce qu'ils veulent de mieux pour elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles veulent de mieux pour elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles veulent en termes de santé, en termes d'économie. Donc, c'est le rôle de la société civile d'être un catalyseur dans ce domaine. Justement, je vais prendre le soin de copier le lien pour contribuer au panel indépendant de consultation pour la révision du plan d'action global. Je vais prendre le temps de copier le lien dans le chat avant la fin de cette rencontre parce que c'est important. C'est un peu mon rôle au niveau de la MSPP qu'un maximum de stakeholders, de parties prenantes contribuent à ce process. C'est important. Ça a été ouvert en début de mois et ça va durer jusqu'en octobre, je pense. Donc, on a le temps de le faire, d'y contribuer réellement avec des inputs vraiment qui viennent de la communauté, qui viennent de nos différentes expériences, qui viennent des réalités sur le terrain. Quel autre rôle la société civile peut jouer dans ce processus? C'est-à-dire, on peut être les moniteurs, c'est-à-dire jouer un rôle de surveillance par rapport à l'application des politiques. C'est-à-dire, voilà, par exemple, le plan d'action global est arrivé à son terme. 10 ans plus tard, la société civile peut être une sorte de moniteur et dit aux décideurs au niveau supérieur, voilà, vous avez fait 10 ans d'exécution de telle politique en termes de Allô, RAM. Mario? Nous sommes au terme, oui, Oui. Il reste quelques minutes. Juste pour te d'accord, rappeler. d'accord.